Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour David Jacob. Merci d'être la ministre en charge de l'industrie. Alors, prime inflation, chèque énergie, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider les Français à lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Sauf qu'à l'époque, le pétrole, il était à 85 $ le baril. Vous savez combien il est aujourd'hui? Il est à 93. D'où la question, quand on est 20% au-dessus, est-ce que ces mesures sont déjà obsolètes? Je crois qu'elles sont déjà puissantes et il faut le souligner. Je rappelle que la politique du gouvernement, c'est deux choses. C'est de faire en sorte qu'il y ait plus de travail en France, que le travail paye plus et de se prémunir contre l'impact de l'augmentation des énergies fossiles. Ce sont des mesures structurelles, ça. Ça, c'est des mesures structurelles, mais qui ont leur importance. Bien sûr. Parce que si on ne les avait pas prises, on serait aujourd'hui en grande difficulté. Je pense à la création d'1 million d'emplois, je pense à la façon dont on a augmenté le revenu des personnes qui travaillent avec la prime d'activité, alors j'écoutais tout à l'heure le début de l'émission, je rappelle que l'exonération des heures supplémentaires, c'est jusqu'à 5 000 € en France. Vous n'avez pas beaucoup de Français qui ont plus de 5 000 € d'exonération des heures supplémentaires. Sur l'année. Sur l'année, voilà. Ça fait quand même plusieurs mois de salaire lorsqu'on est payé au SMIC. Non mais vous voyez venir cette idée qu'aujourd'hui, l'énergie est 20% plus chère qu'il y a 3-4 mois. Est-ce qu'il faut en faire plus? C'est ça ma question, est-ce qu'il faut en faire plus? J'ai bien compris, de primes? Mais remettons les choses en perspective. C'est d'abord ça le premier combat. Le deuxième combat, c'est de faire en sorte d'être moins sensible au prix des énergies fossiles. C'est tout ce qu'on fait sur la décarbonation, c'est du long terme, ça le aussi. remplacement. C'est pas que du long terme. Ça commence maintenant. Lorsqu'on vous pouvez remplacer votre chaudière à gaz qui est subventionnée à 90% par l'État, 90%. Alors on me dit c'est un coût faramineux. Non, 3 000 € subventionnés à 90%, c'est un reste à charge. On parle de ma prime rénov' là. De 300 €, tout à fait. Ouais. Si votre coût du gaz, exactement, si votre coût du gaz est de 100 € par mois, vous commencez à voir la différence. Ouais. Donc c'est sensible. Et puis la troisième chose, c'est effectivement d'accompagner les Français avec ces mesures. Et ces mesures, elles sont aujourd'hui extraordinairement importantes. Donc pas besoin d'en faire plus. Je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on continuera à suivre l'évolution des prix pour voir si effectivement il faut en faire plus. La réalité, c'est que le pétrole est à 93 $ au moment où on se parle. Oui, mais on avait anticipé. On l'avait anticipé. Lorsqu'on annonce une prime inflation, et d'ailleurs le Premier ministre le dit très clairement, c'est pas juste pour couvrir le prix de l'électricité. Et il le dit dans son discours. Il dit, on voit bien qu'il y a une augmentation des prix, on fait une augmentation avec un chèque inflation qui bénéficie à 38 millions de Français, et ce chèque est payé ici et maintenant, et donc les Français qui n'ont pas encore reçu le chèque le recevront d'ici la fin du mois de février. C'est très concret, c'est très pragmatique, et on continuera à avoir cette approche pragmatique. Ouais. Le gouvernement et tous ses membres affirment régulièrement que le pouvoir d'achat augmente en France, et a augmenté sous le quinquennat du président Macron. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont le sentiment que ce n'est pas le cas, et même que c'est le contraire, sachant que l'INSEE, pour 2022, prévoit au premier semestre une baisse de 0,5% en moyenne du pouvoir d'achat. Et vous savez pourquoi ? Ils prévoient cette baisse. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont pris en compte le paiement du chèque énergie au mois de décembre 2021. Et donc, par différence, ça fait une légère baisse en 2022. Donc, c'est juste un effet de convention par rapport à l'effort qu'a fait le gouvernement. Donc, ça, c'est juste pour remettre les pendules à l'heure. Mais les Français, ils ont un reste à vivre. Le reste à vivre, c'est la différence entre leur revenu, qui a plutôt augmenté 2 fois plus vite que sous les quinquennats précédents, grâce aux mesures prises par le gouvernement. Et en face, il y a les charges. Et les charges ont augmenté. Et suivant l'endroit où vous vivez en France, elles ont pu modestement augmenter parce que vous êtes dans un endroit où il y a des transports en commun, où vous êtes vous-même propriétaire et donc vous n'avez pas de sujet avec votre propriétaire, etc. Et donc votre pouvoir d'achat a plutôt augmenté. Et des endroits où vous êtes confronté à l'augmentation du gaz naturel, l'augmentation des énergies fossiles, du carburant, où effectivement vous avez le sentiment que le supplément que vous avez de revenus, eh bien, il ne correspond pas à votre supplément de charge. Et c'est pour ça que nous devons agir et que nous agissons avec le chèque énergie, avec le chèque inflation. Il faudra ou pas en faire plus dans les prochaines semaines, ou vous ne savez pas aujourd'hui? Encore une fois, nous, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution des prix. Si l'évolution des prix justifie d'accompagner les Français, il faut probablement agir. Si, mais vous avez également une augmentation des salaires. Nous sommes en pleine négociation. Enfin, les entreprises rentrent dans leur cycle de négociation annuelle des rémunérations. Et vous voyez, par exemple, arriver dans le secteur de la restauration des augmentations de l'ordre, en moyenne, de 16%. Donc,
C'est ça aussi qu'il faut mettre en balance. Donc, on restera pragmatique. Moi, je n'ai pas la prétention de lire dans le marc de café l'augmentation des prix des carburants, l'augmentation des rémunérations des Français. Et je sais qu'il va y avoir un point de stabilisation et que notre enjeu, c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux de leur travail, vivent plus dignement. Et nous avons complètement ancré toute notre politique économique sur ce principe de base. Plus d'emplois, mieux rémunérés. D'autant que c'est une des priorités, encore une fois, des Français dans cette campagne, le pouvoir d'achat. Vous avez regardé ou pas le meeting d'Éric Zemmour, non? Écoutez, je me suis arrêtée au Coron, qui est une trahison de la culture du Nord et du Pas-de-Calais, la culture du bassin minier. Il a le culot de reprendre cette chanson qui est un hommage rendu à tous ceux qui ont fait la richesse de ce territoire en allant dans les mines. Je rappelle qu'il y avait des Portugais, des Italiens, des Polonais, des Marocains qui descendaient dans la fosse tous les jours, qui étaient frères de fosse, qui avaient une forme de solidarité entre eux qui allait bien au-delà des religions et des nationalités. Et je trouve ça d'une indécence et d'une obscénité de la part de M. Zemmour absolument dingue. Ce monsieur ne communique que sur des idées nauséabondes. Il veut réconcilier les Français et il ne cesse de tirer et de vouloir trouver des clivages dans la société française. Il a un peu repris la prime Macron, vous avez vu, en XXL, puisqu'il propose une prime exemptée de cotisation salariale et patronale jusqu'à 3 mois de salaire net pour mettre fin au salaire trop bas. Vous ne pouvez pas être contre, parce que c'est comme la prime Macron, mais beaucoup plus élevé. Alors, ce ne sera pas le premier candidat qui reprend des idées au président de la République tout en donnant le sentiment qu'ils les ont réfléchies de leur côté et qu'ils ont inventé l'alpha et l'oméga. Vous dites pourquoi pas? Mais en l'occurrence, non, je dis que cette prime, elle n'est pas financée. C'est comme toujours, moi aussi, je peux proposer la semaine prochaine de doubler le salaire de telle ou telle catégorie de Français. Et on les finance comment, ces salaires? Et on fait comment? On imagine bien que si nous avons justement travaillé à rendre du pouvoir d'achat aux Français et à faire en sorte que le travail paye mieux, nous l'avons fait à chaque fois en pesant la question du financement. L'État a dépensé entre 170 et 200 milliards dans le cadre de cette crise Covid. On se dit qu'on peut trouver encore quelques milliards et que l'argent magique peut continuer, et certains nous reprochent d'avoir creusé le déficit public et de poser la question du financement. Nous, ce que nous avons fait, c'est accompagner l'économie française pour faire en sorte qu'elle ne soit pas au plus mal. Ce que dit l'Institut des politiques publiques, qui est un organisme indépendant sur la gestion de crise, c'est que si nous n'avions pas pris ces mesures, ça nous aurait coûté plus cher en minima sociaux, en chômage. Et c'est cette logique que nous avons mis en place. Il ne s'agit pas de faire les poches de tous les Français et d'injurier l'avenir pour les jeunes qui ne seraient plus en capacité de financer les mesures prises par leur aîné. Après, dit finance ça avec la suppression des aides, encore une fois, aux étrangers. Et bien voilà, nous y sommes. La retraite à 64 ans, 20 milliards d'euros, il donne des sources de financement. Ben alors, typiquement, la retraite à 64 euros, elle ne produit pas 20 milliards d'euros. À 64 ans, elle ne produit pas 20 milliards d'euros la semaine prochaine. Ouais, il faut du temps, il faut que les gens arrivent à la retraite à 64 ans. Deuxième chose, qu'est-ce qui répond au fait qu'en France, lorsque vous êtes une personne de plus de 50 ans, votre taux d'emploi est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens. Surtout plus de 55 ans. Ça chute à partir de 55 ans. ans. Donc vous restez au chômage et ensuite c'est la retraite qui prend le relais. Ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. Ils devraient plutôt se battre pour faire en sorte qu'effectivement les seniors restent dans l'emploi plus longtemps, ce que nous faisons. Bon. Donc cette prime Macron XXL, pour vous, ce n'est pas une bonne solution parce qu'elle n'est pas financée. Ça fait partie des espèces d'idées qu'on sort du chapeau pour dire qu'il y a des solutions simples à des problèmes compliqués. Je pense que ça pose un problème intrinsèque de notre modèle social. C'est-à-dire qui finance le modèle social? Qui paye pour le modèle social? Les cotisations sociales, ça finance la maladie, le chômage, la dépendance, parce que je rappelle que ce gouvernement a créé une branche pour soutenir le risque de devenir dépendant quand on est une personne âgée, qui est un risque qui augmente puisque notre espérance de vie est beaucoup plus importante qu'il y a 50 ans. Et donc, c'est une assurance que nous prenons sur l'avenir. Si vous diminuez l'assurance, eh bien, votre couverture elle est plus faible. Qui est prêt à renoncer à sa retraite, à sa couverture maladie aujourd'hui, au risque de voir sa couverture dépendance? Qui? Bon, autre sujet, Agnès Pannier-Runacher, dont il faut parler, parce que c'est votre sujet, les enjeux industriels. C'est vrai que jusqu'à présent, dans la campagne, ce n'est pas pour l'instant en tout cas un sujet dont on parle beaucoup, c'est regrettable, j'imagine, de votre point de vue. Mais est-ce que déjà, le président Macron, dans le cadre de son quinquennat, a permis d'enrayer notre déclin industriel? Parce que quand on regarde les chiffres, si je parle sous votre contrôle, l'emploi industriel, globalement, il s'est stabilisé.
après avoir été systématiquement détruit. C'est déjà pas rien. Depuis des années. Quand on passe de destruction à stabilisation, c'est sûr que... Surtout quand on traverse la crise la plus importante de ce siècle. La crise économique, celle que nous venons de vivre, je rappelle, en 2020, une chute du PIB de plus de 8%. Donc, oui, ça s'est enrayé. Oui, la réindustrialisation reste un combat. Oui, ça s'est enrayé. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les chiffres, vous avez raison, plus de sites industriels créés. La France monte sur le podium des destinations les plus attractives en matière de projets industriels. En part de marché, est-ce que la part de marché de la France s'est stabilisée, notamment en Europe? Parce que là, on perd le plus de part de marché, c'est en Europe. Il y a encore un combat à mener de ce côté-là. On le voit notamment sur le déficit de la balance commerciale. L'enjeu, c'est que... C'est problématique pour vous, 80 milliards sur 2021, c'est problématique. C'est évidemment problématique, mais je vais aller jusqu'au bout. Pourquoi on a ce déficit qui se creuse? Deux raisons. La première, c'est l'augmentation du prix des matières premières. Donc ça, c'est assez mécanique. C'est 30 milliards. Et ça représente le gros de l'augmentation. Mais vous avez un deuxième élément, c'est que la France a une croissance supérieure à celle des autres pays européens. Et comme elle importe plus, du fait de sa désindustrialisation, plus que les autres pays européens, elle creuse l'écart par rapport aux autres pays européens. En France, je rappelle... Donc on aurait moins de croissance, on aurait moins de déficit commercial. Mais bien sûr. Mais c'est évident que quand vous avez 100 € dépensés pour acheter des produits manufacturés, 35 € restent en France, le reste part à l'étranger. Et donc, toute la logique de réindustrialisation, c'est de faire en sorte de rééquilibrer cette statistique. Et les chaînes de production que nous mettons en place aujourd'hui, et je rappelle que c'est grâce à ce gouvernement que nous avons plus de 700 projets de relocalisation, de réindustrialisation en France. 700 projets, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois. 700 projets, pour vous donner une idée, c'est 7 fois plus que ce qui a été fait par la mandature Sarkozy sur à peu près les mêmes thématiques quelques dizaines de milliers d'emplois, c'est très très bien, on prend, mais à l'échelle du nombre de 6 millions de chômeurs, ça pèse pas lourd. Pas du tout. Au contraire, parce qu'un emploi créé dans l'industrie, c'est 4 à 5 emplois créés aux alentours. Et c'est des emplois qui se créent sur des territoires où on a du mal à créer de l'emploi. Ce n'est pas des emplois de grande agglomération. Créer des emplois dans le service, dans la grande agglomération, c'est facile pour tout le monde. Créer des emplois dans des territoires désindustrialisés qui ont connu la fermeture de sites successifs, ça c'est une autre paire de manches. Et c'est ça que nous avons réussi à renverser avec ce gouvernement. C'est d'avoir montré que, certes, encore une fois, ce n'est pas facile. Mais nous sommes le premier gouvernement à avoir renversé la vapeur depuis plus de 30 ans. Je rappelle qu'entre 2000 et 2016, les gouvernements précédents ont détruit 1 million d'emplois industriels nets. Sur l'ensemble du quinquennat? Sur l'ensemble du quinquennat, nous sommes... comme vous le dites, à une stabilisation. Moi, mais simplement, on a créé l'emploi industriel net en 2017, en 2018, en 2019. On en a détruit en 2020. C'est la crise la plus importante du siècle. On en a recréé en 2021. Et surtout, aujourd'hui, on a 70 000 postes ouverts dans l'industrie. On en avait 40 000 avant la crise. C'est-à-dire que le problème de l'emploi aujourd'hui dans l'industrie, ce n'est pas les contrats, c'est les compétences. France Industrie, d'ailleurs, en fin de semaine dernière, a réclamé, notamment dans le cadre de cette présidentielle, 35 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Ce n'est pas nouveau, mais au moins c'est officiel. J'ai envie de dire, vous y êtes favorable, et en même temps, on va vous dire, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous avez fait 10 milliards par an x 2. Alors, moi, je vais le dire très simplement. Déjà, France Industrie, je suis très heureuse que leurs propositions reprennent très exactement notre politique économique menée en matière industrielle. Si vous regardez ce qu'ils préconisent, c'est la décarbonation avec la poursuite des dispositifs de l'État, la modernisation, la digitalisation des chaînes de production avec la poursuite des dispositifs de l'État, la poursuite de la baisse des impôts de production, et effectivement, nous sommes le premier gouvernement à l'avoir fait, et chose intéressante, nous l'avons fait contre l'avis des présidents de région qui se trouvent être souvent aujourd'hui des candidats à la présidentielle ou des personnes qui gravitent autour des candidats à la présidentielle. Donc je trouve ça assez intéressant de voir que nous sommes les premiers à l'avoir fait, mais nous le faisons de manière professionnelle, c'est-à-dire pas de baisse d'impôts de production si c'est pour ailleurs augmenter les impôts pour financer. On n'a pas les moyens. On évite de faire gribouille. Aujourd'hui en France, on n'a pas les moyens de supprimer ces 35 milliards d'euros. Encore une fois, aujourd'hui, les impôts de production, c'est 2 fois plus, ça pèse en rapporté au PIB, 2 fois plus en France que dans la moyenne européenne. Et je ne parle pas de l'Allemagne, parce qu'il faudrait peut-être se comparer par rapport aux meilleurs. Et c'est beaucoup plus fort en Allemagne. Et donc, cette première baisse des impôts de production, elle a donné un oxygène extraordinairement important. Ils en veulent plus, France Industrie. Aux industriels. Ils vous disent, et nous, ce que nous disons avec Bruno Le Maire, attendez, ce que nous disons avec Bruno Le Maire, c'est on est d'accord pour continuer, mais on ne le fera pas
comme gribouille, c'est-à-dire que ce sera financé notamment par notre capacité à générer de la croissance. Et pour le moment, on montre qu'on est capable de générer de la croissance. Nous sommes le seul gouvernement qui, d'un point de vue budgétaire, a toujours fait mieux que le projet de loi de finances initial. On est à 5%, on sera en 2022 à 5% de déficit public. Mais on est à 5% de déficit public. On table sur 3% de déficit public à horizon 2027. Ouais, et donc, il faut que ce soit organisé. Je rappelle aussi que nous sommes le seul gouvernement à avoir tenu nos trajectoires de baisse d'impôts sur les sociétés. Nous sommes le seul gouvernement, 50 milliards. C'est juste moitié énorme. Pour les entreprises, moitié. Tout à fait, c'est juste énorme. En même temps, j'avais Agnès, et il faut Agnès Verdier-Molinier qui était présente sur ce plateau, qui a sorti un bouquin que je vous invite à lire, où elle dit en gros, moi les baisses d'impôts, je ne les vois pas, c'est 50 milliards, parce qu'au final, quand on regarde les recettes fiscales de l'État, elles ont augmenté. Donc où est la baisse d'impôts ? Je pense que les Français les voient très concrètement sur leur compte en banque. C'est la croissance qui fait la différence. C'est bien ce qu'on dit. C'est qu'à partir du moment où ce pays génère plus de valeur, de richesse, eh bien le prélèvement que fait l'État dessus est moindre comparativement. Même si au final, on paye plus. Et il peut continuer à progresser. C'est toute la logique économique que nous mettons en place. C'est une logique qui libère les énergies, qui permet aux entrepreneurs de créer de la richesse, qui permet aux entrepreneurs de créer de l'emploi. Chaque emploi derrière, c'est des cotisations sociales qui financent notre modèle social qui est extrêmement exigeant et protecteur. Et c'est tant mieux. Et c'est dans cette direction qu'il faut y aller. On le voit. 1 million d'emplois créés, c'est autant de cotisations sociales qui financent notre modèle social. Agnès Pannier-Runacher, il nous reste quelques instants pour parler de la transition énergétique parce que elle est évidemment fondamentale, mais ça bute quand même sur quelques contraintes, notamment les quantités de métaux critiques. Alors, on appelle ça métaux critiques, il y a différents... terres rares qui ne sont pas rares, mais... C'est le lithium, c'est le cobalt, c'est le nickel, c'est les aimants permanents. Le cuivre. Les besoins vont exploser dans les prochaines années. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est x2, x3, x4 d'ici 2030. Et pour le moment, la souveraineté là-dessus, elle est proche de zéro puisqu'on importe quasiment tout de l'étranger. Est-ce que cette dépendance, oui, je pose une question, mais je pense que la réponse est évidente, oui, c'est problématique de dépendre de la Chine, de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique. Alors, c'est très exactement... exactement... Pour l'uranium et le nucléaire, on dépend aussi de l'uranium qui vient notamment... Oui, sauf que nous avons des stocks qui permettent de couvrir près d'un siècle de production. Donc, a priori, ça, c'est pas un problème immédiat. Ouais. Non, le sujet que nous avons sur les terres rares, et c'est pour ça que c'est la France qui l'a mis sur l'agenda et de la présidence française de l'Union européenne et qui en fait un des sujets importants de 2030, c'est de faire ce qu'on a fait sur le nucléaire, c'est-à-dire de construire une souveraineté en anticipant. Comment on fait concrètement pour sécuriser ces approvisionnements ? La première chose, c'est que vous sécurisez vos approvisionnements à long terme en dehors de l'Union européenne. Ça peut se faire. On a la chance d'avoir en France, par exemple, une entreprise qui s'appelle Eramet, qui a accès à un certain nombre et qui opère un certain nombre de gisements de métaux. Je pense notamment au lithium, pour prendre cet exemple. Et vous organisez les entreprises privées pour qu'elles placent des ordres à long terme et qu'elles puissent s'approvisionner sur des contrats à 5 ans, etc. Ça, c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est le recyclage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer sur le territoire européen et le territoire français des smartphones, des batteries électriques, etc., le contenu en terres rares de ces batteries ne soit pas perdu, mais repartent dans un cycle de production. Je pense qu'on règle un tiers du problème de l'approvisionnement au travers du recyclage. Grosso modo, ça en tête, hein. Alors, grosso modo, à horizon 2030, parce qu'aujourd'hui, vous ne recyclez pas des batteries électriques de voitures puisqu'elles ne sont pas encore en production. Ça, c'est vrai. Donc, il faut le temps de les utiliser, c'est une petite vingtaine d'années. Est-ce qu'on ouvre des projets miniers en France ou pas, notamment en matière de lithium, pour ou contre ? Il faut une réponse pour ou contre. Alors, sur ce sujet-là, parce que là, elle arrivera, à mon avis. Mais je vais vous répondre, ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire qu'il faut savoir si votre projet a un impact environnemental problématique et s'il est compétitif par rapport aux autres sources de lithium. Aujourd'hui, on sait extraire, encore une fois, sans qu'il y ait un impact Alors, certaines pratiques industrielles et technologiques semblent montrer qu'on pourrait extraire, puisque tous ceux qui sont, par exemple, dans la géothermie, utilisent des systèmes pour... et la géothermie, c'est une énergie renouvelable. Et ils nous disent qu'ils ont accès, au travers de la géothermie, à des sources qui contiennent du lithium et que par filtration successive, ils pourraient récupérer le lithium sans rien changer à leur procédé. Donc moi, je ne suis pas une experte, mais c'est évidemment un sujet qu'on va expertiser. Mais ne croyons pas que l'on va construire une indépendance sur le seul accès à des gisements hypothétiques en France et en Europe. Aujourd'hui, les besoins, c'est une source parmi d'autres et probablement pas majoritaire. On a vraiment besoin de sécuriser des approvisionnements hors d'Europe
Et on a besoin d'avoir une stratégie de recyclage qui soit absolument massive. Il y a seulement 10% aujourd'hui des terres rares qui sont recyclées. C'est ridicule, donc il faut multiplier par 9 tout ça. Bon, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'industrie, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.